Big Up. On a parlé beaucoup des actifs, on a parlé beaucoup des locataires, un petit peu des investisseurs. On n'a peut-être pas beaucoup parlé des métiers. Et l'idée de cet entretien, c'était de voir un petit peu comment les entreprises de l'immobilier recrutent-elles aujourd'hui, les profils qu'elles recherchent et les métiers qui évoluent sous cette pression conjuguée des transformations des usages, de l'émergence de l'IA, le tout dans un cycle économique que vous avez compris légèrement challenging. Pour en parler, j'ai décidé d'inviter Emmanuel Casier et Nathanaël Troulier, qui sont les fondateurs de Haussmann Executive Search et que j'accueille sur ce magnifique canapé. Messieurs, installez-vous. Moi, j'ai le truc qui m'a l'air moyennement confortable. Si, ouais, ça va, ça passe. Merci, bonjour, bienvenue. Je voudrais qu'on ait peut-être une vision, une évolution quantitative et qualitative du recrutement, parce que finalement, vous êtes un signe avancé du marché. Quand un marché reprend les signaux faibles, on commence déjà peut-être par les recruteurs. Quel est un petit peu le baromètre du recrutement de l'immobilier en ce moment? Est-ce que les demandes sont en hausse, en baisse? Quelle est un petit peu la conjoncture, Emmanuel? Alors, bonjour à tous. C'est un marché qui a été très, très chahuté. On ne va pas avoir la langue de bois aujourd'hui. On a connu peut-être moins 40% en termes de volume ces 3 dernières années. Nous, on s'en est pas mal tiré parce qu'on s'est diversifié sur toutes les classes d'actifs immobilières et on a diversifié notre cabinet. Mais le marché a été très, très chahuté. Les promoteurs ne recrutent plus. Des grands investisseurs ont mis sur pause. Ce qu'on constate, que c'est un marché qui s'est segmenté, qui s'est spécialisé de plus en plus. On va en parler avec Nathanaël après. C'est un marché de spécialistes de plus en plus et c'est un marché granulaire. Donc, on a des signes d'optimisme, pardon. On a connu après le Covid une reprise, si je reprends quelques années en arrière. Et puis, on a connu clairement un trou d'air de quelques mois. Et là, on est dans une phase de bascule, de transition. Et aujourd'hui, les acteurs immobiliers, ils bougent encore, ils sont encore en mouvement en termes de recrutement, en dépit du contexte géopolitique qui est hallucinant. On devait avoir la guerre hier soir, on a eu un cessez-le-feu ce matin, au désespoir de certains que je connais ici. On aurait tendance à vouloir lever le stylo et dire on attend. Alors, les grands acteurs sont un peu attentistes. Il y a l'émergence de nouveaux acteurs, Ouais. de plateformes d'asset management, d'acteurs indépendants, d'acteurs innovants. On va en parler. Dans l'hôtellerie, ça a bougé. Dans la logistique, ça a bougé. Dans tout ce qui est actif opéré, ça a bougé. Il y a le retour d'un bureau, mais d'un bureau différent aujourd'hui. Les métiers évoluent aussi, beaucoup. Mais quantitativement, c'est un marché qui est en régression. Et qui est en phase en ce moment peut-être de convalescence et on attend le redémarrage. Mais sans langue de bois, c'est difficile en ce moment. Donc il faut innover, il faut se diversifier. Très clair. On parle souvent chez les investisseurs, là je vais prendre la casquette un peu investisseur, de réallocation d'actifs. Est-ce qu'on a la même chose dans les ressources humaines? Est-ce qu'il y a une réallocation sectorielle? Grosso modo, moins de bureaux, plus de logistique et d'actifs alternatifs. Est-ce qu'on a une réallocation, je vais arriver à le dire, générationnelle? Moins de vieux, plus de jeunes? Je ne sais pas pourquoi je me sens visé. Réallocation économique? Moins de gros salaires, plus de fees à la performance? Est-ce qu'on a ces trois... Oui. Ah. Oui, et peut-être, alors bonjour à tous tout d'abord, et peut-être aussi une réallocation des sources de capitaux. C'est la 4e réallocation du marché. Donc sur la première réallocation, oui, en fait, aujourd'hui, les entreprises qui sont encore nos clientes demandent des compétences plutôt beaucoup moins en bureau. Et si on reste sur le bureau, c'est le bureau value-add sur toute la chaîne de valeur. Ensuite, c'est la logistique et tous les produits dits industriels. Locaux d'activité et logistique, ça, c'est quelque chose qui a nourri peut-être, je dirais, entre 20 et 25% de notre carnet de commandes sur l'année précédente. Et ça va continuer avec des acteurs qui sont nés de nulle part, des Belges, des Flamands, des Anglo-Saxons, qui créent des équipes entières. Ensuite, l'hôtellerie, on en parle beaucoup. Nous, on sent un petit ralentissement sur l'hôtellerie qui pourrait avoir peut-être un nouveau boost avec le 150 OBTR, le dispositif fiscal qui va se cantonner à l'hôtellerie. Et puis après, il y a tout ce qui est résidentiel opéré sous toutes ses formes, avec les résidences étudiantes, mais pas que, et qui est aussi un secteur dynamique. Après,
il y a toujours les sous-classes d'actifs qui sont plutôt marginales, mais qui sont intéressantes, qui sont le data center. Nous, chaque année, on fait à peu près 200 recrutements. On a fait 5 recrutements en data center, donc c'est à la fois très intéressant d'un point de vue intellectuel, et en termes de recrutement avec des métiers soit immobiliers, soit très financiers, c'est quand même un faible volume. Donc ça, c'est la réallocation par métier. Réallocation générationnelle. Aujourd'hui, nous, notre carnet de commandes est essentiellement constitué de gens qui ont entre 30 et 42, 45 ans. Ensuite, il y a beaucoup moins de recrutement sur la tranche du dessus en termes de seniorité, beaucoup moins sur la tranche des très jeunes. Et ensuite, il y a le phénomène des senior advisors. Donc tous ceux qui ont un carnet d'adresses, qui ont une image et qui sont pré-retraités ou jeunes retraités, ceux-là bénéficient d'une traction qui est très forte. C'est quoi, on va chercher l'expérience un peu ? Exactement, l'expérience, l'ouverture de réseau, des personnes qui ne s'inscrivent pas dans une hiérarchie et donc qui coûtent des fees mais qui ne coûtent pas de réorganisation et qui permettent d'attendre et de profiter d'une expérience de 20 ou 30 ans. Les senior advisors, c'est les gros salaires qu'on a sortis là ? En partie, oui. Alors après, derrière ce terme de senior advisor se cachent des réalités très différentes. Vous avez ceux qui sont des purs ouvreurs de porte, vous avez des vrais conseils stratégiques, vous avez une forme de board et de conseils des sages ou de conseils stratégiques qui se met en place dans des sociétés qui ne sont pas cotées. Et ça, c'est un vecteur qui est assez puissant et qui répond aussi à une forme d'incertitude du marché. Quand on ne sait pas où on va, avoir des sages, c'est bien, et avoir des sages qui ne rentrent pas dans le payroll et qui ne sont pas en CDI, c'est mieux. Voilà. Très clair. Il y a certains secteurs qui ont explosé, tu en parlais, notamment data center, hospitality, qui ont vraiment cartonné. Est-ce que ça s'est traduit par une tension sur certains profils spécialisés ? Est-ce qu'il y a paradoxalement certains postes qui sont introuvables ? Et à contrario, il y a d'autres profils qui étaient très recherchés il y a quelques années, qui aujourd'hui sont totalement délaissés ? Alors, tout à l'heure, pour compléter ta question, je parlais de réallocation des sources de capitaux. Aujourd'hui, la source de capital qui a le vent en poupe, c'est l'argent dit retail, donc tout ce qui a trait aux banques privées, family office, CGP. Et aujourd'hui, trouver un bon directeur commercial CGP, je dirais que c'est compliqué parce que énormément de fonds qui levaient auprès des institutionnels lèvent de l'argent retail et donc ils se sont empressés de recruter des équipes de leveurs de fonds sur cette catégorie d'investisseurs. Donc ça, c'est un profil rare. Ensuite, il y a tous les profils de direction du développement en hôtellerie qui sont finalement assez compliqués à pourvoir. Et puis ensuite les profils rares, il y en a en vrai, il y en a beaucoup moins qu'il n'y en avait sur le cycle précédent et on comprend pourquoi. Et il y a beaucoup plus de profils qui au contraire sont beaucoup moins recherchés. Si on prend la proportion de profils qui sont très en tension et la proportion des profils qui sont juste pas demandés par le marché, la proportion elle est de 1 à 10, quelque chose comme ça. Ouais, c'est énorme ça. C'est quoi les profils qui sont plus demandés sans faire de généralité ou écoutez, quand vous êtes chez un promoteur, on va dire un promoteur avec des fonctions classiques, c'est-à-dire que vous ne parlez pas le langage de l'investisseur, vous ne parlez pas anglais, donc vous n'êtes pas capable de basculer vers l'investissement value-add, là c'est un peu compliqué, que ce soit en tertiaire et en résidentiel, même si on se dit qu'avec le dispositif Jean Brun, la promotion résidentielle pourrait un peu repartir. Là, l'évolution des taux a peut-être mis un coup d'arrêt au redéveloppement de la promotion résidentielle. Et puis ensuite, tous les métiers levés à la levée de fonds institutionnels. Aujourd'hui, vous êtes sur l'immobilier, vous devez aller voir des institutionnels qui ont des stocks énormes d'immobilier pour lever des fonds, un nouveau fonds en institutionnel, c'est compliqué. Et après, il y a toujours des modulos. Le modulo 1, c'est que les institutionnels vont aller de plus en plus vers des club deals. Donc plus des fonds, mais des deals unitaires. Donc savoir structurer un club deal et fédérer de l'equity autour d'un deal, c'est une forme de levée de fonds institutionnelle, mais beaucoup moins engageante pour l'institutionnel qui ne veut pas se loquer. Voilà. Je voudrais qu'on focus un tout petit peu sur le métier d'asset manager, qui est quand même assez clé côté investisseur. Si on devait décrire le profil de l'asset manager idéal en 2026 versus celui d'il y a 10 ans, allez, 2015-2016, c'est quoi la principale différence, Emmanuel ? Alors, l'asset manager, c'est un peu le numéro 10 sur un terrain de foot. C'est celui qui, effectivement, distribue le plus de ballons, qui a le plus d'interactions avec les autres acteurs chez un investisseur, compte propre ou pour compte de tiers. Donc, je dirais qu'il y a une évolution constante ces 5 dernières années. Après l'archi-financiarisation depuis une vingtaine d'années avec Excel, etc., le TRI, ce goût pour mettre en équation financière et être moins proche de l'actif. L'asset manager, aujourd'hui, il doit être extrêmement proche de son actif, bien connaître son actif, et donc, en fait, avoir une espèce d'hybridation de 3 compétences. Évidemment, savoir compter et savoir compiler de la data, on va y revenir
revenir grâce à l'IA, et il y a beaucoup de progrès dans ce domaine. Deuxièmement, être très proche de son actif, bien connaître son actif dans son environnement, connaître son actif dans sa consommation énergétique, dans sa modularité, son ergonomie, sa transformation. Et troisièmement, ce qui est très clair, c'est être très proche des locataires, connaître le marché locatif, connaître le business plan de chaque locataire, anticiper, avoir les bons niveaux d'interlocuteurs, anticiper le mécontentement d'un locataire. Nous, on le vit sur l'actif qu'on occupe depuis presque 14 ans. On était très frustrés d'avoir des property managers qui changeaient en permanence, etc. Je ne nommerai pas notre propriétaire, non. mais voilà. Donc, je dirais aujourd'hui, l'asset manager, c'est évidemment la fonction clé, parce que d'abord, nous, hein, sur les recrutements immobiliers, c'est sans doute la fonction pour laquelle on recrute le plus chaque année. C'est une fonction qui évolue en permanence et c'est une fonction qui doit en fait faire une hybridation de la finance, de la technique immobilière et du côté très opérationnel, ce qu'on appelle le tenant-centric, c'est-à-dire être très proche du locataire et avoir cette capacité, ce toucher de balle locataire en fait. Mais à défaut de trouver Zidane, Platini ou Pelé, là je remonte à des temps que certains n'ont jamais connus, l'asset manager, il est plutôt quoi? Plutôt un généraliste augmenté? Il est plutôt un multispécialiste de niche? Parce qu'on n'arrête pas de parler de diversification. Il est un spécialiste augmenté, c'est-à-dire c'est une hybridation là aussi, il doit être très spécialisé sur sa classe d'actifs, mais il doit vivre avec son environnement. Donc il doit être un peu généraliste parce que, par exemple, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'investisseurs qui construisent des bouts de ville. Donc vous avez du logement, des écoles, du bureau, des commerces, etc. Donc cet asset manager, il doit vivre dans son environnement. Mais il doit être très spécialiste et très fort dans sa spécialisation produit. Et ça veut dire qu'on doit sortir de son couloir de nage, là ou... Non, mais il peut... On va en reparler sur l'IA. Ouais. Il est très aidé par l'IA, par tout un tas d'outils, de sources d'informations, etc. Mais cet asset manager, il doit clairement être augmenté dans sa spécialisation. Il faut être spécialiste aujourd'hui. Nous, on l'a vu dans notre métier. Si on n'était pas spécialiste, on serait mort aujourd'hui. Parce que on va y revenir sur notre métier, mais ce métier, il a beaucoup évolué. Voilà. Donc la spécialisation permet une certaine sauvegarde de son emploi. Et aujourd'hui, Nathanaël, on en est où là sur les compétences data, l'analyse quantitative, la lecture des indicateurs de performance, tout ça, c'est intégré par l'asset manager ou on est encore plutôt à l'âge de pierre? Alors, je dirais que c'est pas tout à fait intégré en réalité. On en parle beaucoup, mais il y a toujours une forme d'anticipation de ce qui devrait se passer sur notre marché. Aujourd'hui, il y a une appropriation qui est plutôt personnelle et qui n'est pas tellement par les entreprises. Et donc ça viendra parce qu'il y a il y a beaucoup de techniques derrière pour connecter l'information avec des systèmes, des LLM qui soient puissants, qui permettent que la RGPD soit respectée. Voilà. Et donc moi, pour l'instant, même si on en parle beaucoup de l'IA, je trouve que c'est une aide, une assistance pratique pour chacun d'entre nous au quotidien. Mais il y a relativement peu d'entreprises dont on peut dire qu'elles sont IAisées. Moi, je ne sais pas si le terme existe, mais qui ont vraiment une pratique de l'IA qui est totalement intégrée, si ce n'est Copilot ou des trucs comme ça, mais ce n'est pas vraiment une intégration totale avec toute la data qui passe par ce filtre-là et qui crée des patterns, qui crée de la fluidité, etc., qui enregistre tout, etc. Pour l'instant, je trouve qu'on n'y est pas. Et donc, c'est une projection. Et on a toujours tendance, un peu comme dans la science-fiction, à penser que ce qu'on imagine dans notre tête est déjà là. Moi, je trouve que sur l'immobilier, ça n'est pas encore là. Je rebondis, un asset manager qui ne maîtrise pas les outils data est-il handicapé dans son travail au même titre qu'un journaliste qui n'a pas la chance d'avoir un fiston spécialiste de l'IA est handicapé dans son quotidien? Et sera-t-il condamné dans 5 ans? Alors, l'asset manager, aujourd'hui, il est en train de, effectivement, il est en phase d'apprentissage de ces outils. Ce sont des outils qui sont quand même relativement ludiques, ergonomiques, faciles d'utilisation. Aujourd'hui, tous, dans notre vie quotidienne, on dialogue avec les différents opérateurs d'IA. Bon, après, il y a un degré de spécialisation, de professionnalisation, de raffinement de telle utilisation d'outils. Je pense que l'asset manager, il utilise
déjà beaucoup l'IA, donc sauf quelques asset managers un peu à l'ancienne, mais ceux-là, ils seront effectivement dépassés dans quelques années. Les fondamentaux, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut bien maîtriser son actif. Son actif, les outils d'IA permettent de mieux comprendre la consommation énergétique, comprendre la situation de l'actif dans son environnement, faire des simulations, des scénarios en permanence. L'IA, en fait, permet d'accélérer les choses, permet d'augmenter la réflexion, permet de structurer un certain nombre de scénarios, de faire des hypothèses, à la fois financières, des hypothèses de travaux. On n'en a pas parlé, mais une des compétences essentielles aujourd'hui, c'est le repositionnement des actifs. Donc nous, on est beaucoup approché depuis 2 ans pour recruter des très bons asset managers qui maîtrisent la phase travaux, la phase changement de destination, la phase maîtrise de chantier, de prestataires, etc. Le pilotage. Si on se projette un tout petit peu, alors je sais que le monde va très vite, mais si on essaie de se projeter à 3, 5 ou 6 ans, limite c'est une triennale d'un bail, les métiers de l'immobilier qui sont les plus exposés à une substitution partielle ou totale par l'IA, et au contraire ceux qui existent. Aïe, aïe, aïe. Difficile de répondre à cette question. Et probablement que tous les jobs où il y a une très forte quantité d'informations et une très forte quantité d'analyse quantitative vont être un tout petit peu chahutés. Et donc ça va obliger un certain nombre de ces personnes à se former et à être sur quelque chose qui est beaucoup plus dans la dimension du conseil, de la relation humaine, de capter des informations que l'IA ne peut pas avoir parce que ce sont des signaux faibles ou des informations grises. Et donc, pour répondre de manière claire à ta question, à mon sens, un asset manager dans 5 ans ne peut pas être le même qu'un asset manager aujourd'hui, qui a pris, on va dire, partiellement la mesure de la puissance de l'outil, et ça va redessiner peut-être toute la chaîne de valeur. Peut-être qu'un asset manager demain, alors évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, mais sera extrêmement tourné vers le conseil au locataire. Il sera beaucoup plus en relation avec ses LPs pour leur dresser des visions de marché qui soient beaucoup plus précises et de nourrir en informations qualitatives les machines qui feront l'analyse. Et derrière, je pense que le métier de property manager a de beaux jours devant lui. Il y a un métier qui était pas le métier le plus noble dans l'industrie immobilière et qui va reprendre ses lettres de noblesse parce qu'aujourd'hui, une des vraies valeurs de l'immobilier, ça va être justement l'immeuble, c'est-à-dire gérer le locataire. Et comme le disait justement Christelle Jordan tout à l'heure, d'être en proximité de son locataire au quotidien, ça c'est quelque chose qui sera soit chez le property, soit chez l'asset manager. C'est-à-dire que le property va devoir mettre les pieds dans l'immeuble ? Il y a une révolution chez les property en ce moment. Il y a une digitalisation très très forte et une utilisation très très forte de l'IA en fait. Quand nous on a interviewé pas mal de property ces temps-ci, il y a un regroupement d'acteurs, une concentration, et il y a des sociétés comme Whitebird ou d'autres, là, Solive, etc., qui utilisent beaucoup l'IA. Voilà. Justement, toi, tu es intervieweur aussi, avec un podcast. Tu vois un peu l'innovation. Qu'est-ce que tu vois émerger comme nouvelle tendance sur les leaders de l'innovation que Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'on a un podcast que je vous invite à aller écouter sur Spotify qui s'appelle PropTakers. Donc on a interviewé 52 leaders de l'innovation immobilière. Et ce que je vois, c'est que finalement la grande innovation, les innovations sont quand même très très tournées vers la data dernièrement et vers des tendances de fond. Par exemple, je pense à une PropTech qui s'appelle Merci Prosper et qui permet à des personnes qui sont immobiliers riches mais cash pauvres de transformer, de rendre liquide une partie de leur immobilier. Typiquement, une personne âgée dans le 16e arrondissement qui a un appartement de 160 mètres carrés, qui veut rester vivre chez elle légitimement, mais qui n'a pas d'argent pour transformer cet appartement ou pour faire des donations à ses petits-enfants. c'est ceux qui payent l'ISF mais qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Voilà. Exactement. Merci, va être content alors. Vous générez des flux. Et donc, ils ont bâti un système qui n'est pas du viager et qui permet d'aider des personnes qui sont dans cette situation. Et quand on voit le vieillissement de la population, et quand on sait que demain il n'y aura pas assez de place en EHPAD ou dans des institutions pour accueillir toutes les personnes âgées et que vraisemblablement une grande partie restera à domicile, toutes ces solutions me semblent, pour nos parents, pour nos aînés, me semblent frapper au coin du bon sens. Donc pour répondre à ta question, il y a beaucoup de sujets liés à l'IA, mais aussi à l'usage et basés sur des tendances de fond. Donc les personnes âgées, les jeunes qui ne peuvent pas acquérir leur logement en Île-de-France, vous avez Virgile, passionnant. Ouais.
qui permet d'apporter 10% des fonds propres à un jeune qui ne peut pas acheter son premier acte patrimonial, qui est d'acheter son appartement dans Paris, parce qu'il n'a pas les moyens, même s'il gagne très bien sa vie. Ils apportent 10% des fonds propres et ils ont 15% de la valeur de l'appartement. C'est une super association. On a pitché un big up. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, je ne vais pas revenir sur Amélie Jariel qui vous a présenté, Urban. Je trouve ça assez fascinant, ce traitement de la data au service de tout son usage peut être maximisé grâce à ce type d'outils. Donc, on interviewe ces personnes-là et honnêtement, c'est fascinant. Bon, très bien, on va écouter tout ça. Bon, dernière question, dernier thème, je vais revenir un peu sur vous, parce que vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes des fondateurs. Ça va être quoi la proposition de valeur du cabinet Haussmann Executive Search dans les 5 prochaines années? Est-ce que votre métier il est aussi exposé à la disruption? Est-ce que finalement on va pouvoir vous remplacer par une IA? Alors, excellente question. Depuis presque 30 ans que je fais ce métier, et Nathanaël aussi plus d'une vingtaine d'années, on a vu l'apparition de beaucoup d'outils qui étaient censés nous remplacer, dont LinkedIn, voilà, l'utilisation forcenée d'Internet, etc., l'internalisation de beaucoup de recrutement chez nos clients. Je dirais que tous ces outils-là nous augmentent, nous permettent de gagner du temps, accélèrent les processus d'identification, de sourcing, de vérification d'une information. Mais ça, c'est l'information en surface. Nous, notre valeur ajoutée, c'est le réseau, l'information sous les pierres, le conseil, l'information cachée, aller chercher les candidats et les candidates cachés, ceux qui expriment dans le secret du confessionnal leurs aspirations profondes et leur potentialité à faire tel ou tel job. Donc je dirais la valeur ajoutée d'un chasseur de tête, c'est évidemment une très forte spécialisation, un réseau, aller chercher des profils plus originaux, être créatif et proposer en toute confidentialité un accompagnement au client. Le conseiller, lui apporter de l'information marché aussi sur les organisations, les salaires. Donc rien ne remplace ce conseil, mais ça nous challenge au quotidien, ça nous challenge. Et le présentiel. Moi je dirais qu'on est tous catastrophés par l'IA, en tout cas fascinés mais un peu effrayés par les changements. Je pense que le futur, c'est le lien. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité de rencontrer, de parler. Voilà, c'est le lien, tous ces métiers du présentiel. Donc, je crois beaucoup à notre métier, mais c'est un métier qui va être chahuté et il y aura des morts, c'est sûr. Nathanaël, tu partages cet avis? Oui. Et donc, en fait, nous, il va falloir faire un transfert de valeur sur une partie de notre métier qui n'est pas la plus amusante, qui est le sourcing, toute l'information primaire sur laquelle on a besoin de passer du temps. Et cette information primaire, elle va pouvoir être on va dire, traitée par l'IA. Et puis, ça va nous permettre, nous, on a des bases de données considérables en fait, d'informations qui sont sous-utilisées. Nous, on doit avoir 80 000 profils dans notre base de données. Moi, j'ai aucune idée statistique de quand on fait un parcours de A à B, quels sont les chemins les plus performants. Je pense que l'IA, et c'est un projet qu'on a chez Haussmann, de permettre à notre base de données d'être beaucoup plus IAisable et de permettre d'avoir des informations, des patterns, comme on dit, cachés, auxquels on n'a pas accès quand on a une vision qui est extrêmement... Et de recréer des parcours cohérents, plus ou moins cohérents. Donc je pense que ça peut créer énormément de valeur à partir du moment où vous avez de la data, et à partir du moment où vous avez de la data, comme le disait Emmanuel, de l'information grise que vous allez pouvoir faire traiter à cette machine de manière beaucoup plus puissante que les petits cerveaux d'un chasseur de tête. Bon, très clair. Merci beaucoup, messieurs. Il nous reste juste 30 secondes pour une dernière question, parce que je ne pouvais pas vous laisser sans une musique extraordinaire. Je ne me souviens même plus laquelle, donc vous inquiétez pas. Ma question, elle est simple. Votre futur asset manager, on va refocuser un petit peu sur l'asset manager. Vous le recrutez grâce à Claude, ou le chat, ou Gemini, ou ChatGPT, ou Perplexity, ou tout autre IA qui sera déclaré d'ici là. B, LinkedIn, à l'ancienne. C, France Travail, car j'ai confiance dans le service public. D, Haussmann Executive Search, parce que ce sont les meilleurs, qui devraient me payer très cher pour que je le dise. Et enfin, je ne vais pas le recruter tout de suite. Allez, votez. Ça se passe boulevard Haussmann à 5 heures. Elle sent venir une larme de son cœur.
D'un revers de la main, elle efface. Des fois, on sait pas bien ce qui se passe. Pourquoi ces rivières, soudain sur les joues qui coulent dans la fourmilière? C'est l'ultra moderne solitude. Ça se passe à Manhattan dans un cœur. Allez, on regarde les résultats. On va pas tous pleurer. Ah, ils sont gentils, ils sont bien élevés. Hein. Alors, les cartes de visite, vous les distribuez où? Vous, ici ou là-bas? Bon, allez, dernière question. Question de clôture. Le conseil que vous donneriez à un jeune professionnel, qu'il ait 30 ans, 42 ou 57? Se former avec Haussmann Training, Julien Rouet qui est ici. Voilà. Ah là là, ça c'est des commerçants. Hein. Bien s'informer aussi. Oh, ça c'est Non, gentil. En fait, en général, tu m'as pas posé la question, mais les attentes d'un candidat, en fait, il est de plus en plus sharp sur le TripAdvisor des boîtes, en fait. Il va sur le TripAdvisor des boîtes, c'est voilà, aller sur les réseaux sociaux, se renseigner sur un tel qui a travaillé sur telle ou telle boîte, etc. Et tous les jours, j'ai des SMS en me disant tiens, je me suis renseigné, oui, non, etc. Donc je pense qu'il y a le réseau caché et ça a beaucoup progressé ces dernières années. Voilà. Bon, très clair. Merci messieurs, merci infiniment. Merci à tous. Merci à tous.